Newcoms Africa Holding a l'honneur de vous accueillir aujourd'hui à Casablanca pour son deuxième rendez-vous du cycle de conférences Morocco 21. Une initiative qui vise à approfondir la réflexion et le partage de savoir-faire et d'expertise dans la construction du Maroc du XXIe siècle avec la participation d'experts internationaux. Le nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, représente la matrice du futur projet de société de ce XXIe siècle dans le royaume et se place au cœur de cette série de rencontres. Morocco 21 propose de se pencher sur les axes stratégiques du rapport de la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement et de bénéficier des best practices à l'international pour la mise en œuvre d'actions transversales multisectorielles prioritaires. Bienvenue et merci à nos partenaires Tamulcom et le ministère de la Transition énergétique et du Développement. Pour rappel, la première conférence Morocco 21 a été consacrée à la sécurité digitale des organisations dans leur processus de digitalisation, le tout numérique étant un pilier de transformation économique et sociale au nouveau modèle de développement, avec un expert dans la cybersécurité, Dan Brahmi, CEO de la start-up israélienne Siabra. Cette deuxième conférence est consacrée au financement des PME comme levier de croissance en partenariat avec Tamwilcom, institution financière publique de garantie et de financement qui accorde une place centrale dans sa stratégie nationale à l'accès au financement des TPME, PME et start-up. Pour aborder cet enjeu de portée nationale, nous avons l'honneur d'accueillir une grande experte en la matière, venue tout droit du Luxembourg. Flavia Palanza, directrice des opérations de la Banque européenne d'investissement pour les pays voisins de l'Union européenne, avec plus de 30 ans d'expérience au sein de la Banque européenne d'investissement. Flavia Palanza a une grande expérience portant sur le financement du secteur privé dans les pays en dehors de l'Union européenne. Elle rejoint la BEI en 1984. Elle a consacré une grande partie de sa carrière à travailler dans différentes régions en dehors de l'Union européenne, initialement en étant économiste au sein de la direction des projets, aussi dès 2001 au sein des opérations de prêt en dehors de l'Union européenne, où elle était successivement responsable de la stratégie, directeur associé pour l'Afrique centrale, de l'Est et le Pacifique, et directeur des opérations de prêt au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Suite à ces missions, Mme Palanza a dirigé le département de prêt en Europe centrale et sud-orientale. Elle a été nommée directeur aux opérations de prêt dans les pays voisins de l'Union européenne en septembre 2017. Avant de rejoindre la BEI, Mme Palanza travaillait pour le département en charge de l'Asie au Fonds monétaire international. C'est un privilège pour l'écosystème financier et entrepreneurial au Maroc d'accueillir aujourd'hui à Casablanca Madame Flavia Palanza, qui apportera son témoignage et sa vision sur les dynamiques du secteur privé dans la région et dans le royaume. Et ce sera également l'occasion d'échanger pour un partage de points de vue avec l'audience institutionnelle, entreprises du secteur privé et entrepreneurs présents aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir très chaleureusement Madame Flavia Palanza pour son mot d'introduction. Merci beaucoup pour cette présentation qui ne me rajeunit pas. Et bonjour à tout le monde. Merci d'avoir invité la BEI à cette importante conférence. Si vous voulez bien, je vais partager ma présentation en 3 parties. Pour commencer, je vais vous faire un tableau très rapide de l'activité de la BEI, enfin qui nous sommes, ce que nous faisons. Ensuite, nous allons nous focaliser sur le Maroc et je vais vous présenter notre diagnostic de la situation de la PME marocaine, des défis et du potentiel. Et dans la 3e partie, je vais vous expliquer ce qu'a fait la BEI concrètement et comment elle compte continuer à appuyer le Maroc. Donc, pour commencer, alors voyons si la BEI... Et voilà. Donc, nous sommes la Banque de l'Union européenne et en tant que Banque de l'Union européenne, nous mettons en musique les politiques d'investissement de l'Union. Nous sommes une institution sans but lucratif qui appartient aux 27 pays membres
Et nous sommes le plus grand multilatéral au monde, avec un chiffre d'affaires pour la BEI elle-même qui va entre 60 et 70 milliards par an, et qui est complémenté par les investissements du Fonds européen d'investissement, qui est notre filiale, dédiée uniquement à la PME et uniquement à la PME essentiellement en Europe, même si elle travaille exceptionnellement dans certains pays comme le Maroc. Nos priorités, enfin les grandes lignes de notre activité sont le financement de la croissance équitable et durable en Europe, où se fait l'essentiel de nos investissements, à peu près 90%, la compétitivité européenne, et à l'extérieur de l'Union européenne, également la croissance durable et équitable. Et pour ce qui est de la zone MENA, le renforcement de l'intégration régionale, le renforcement à l'intégration de cette zone avec l'Europe. Nous avons déjà énormément de liens culturels et historiques, et nous souhaitons également renforcer les liens commerciaux. Un très grand objectif qui nous guidera dans l'avenir est l'objectif de l'adaptation au changement climatique, auquel nous nous sommes engagés de consacrer une très grande partie de nos ressources. Et d'ici l'horizon 2025, donc dans 3 ans, 50% des investissements que nous allons financer dans le monde, donc Europe et le reste du monde, sera dédié à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'environnement durable. Donc, nous travaillons sur la base de 4 grands secteurs: l'innovation, la transformation numérique et le capital humain, l'énergie durable et les ressources naturelles, les villes et les régions durables, les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Donc, vous voyez que la partie infrastructure durable, protection de l'environnement joue un rôle très important. Et une autre chose sur laquelle nous allons mettre l'accent aujourd'hui, c'est le rôle de la PME, qui pour nous est également essentiel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le Fonds européen d'investissement et surtout donc ne finance ne garantit que des PME, mais même au cœur de la BEI, selon les années, entre 40 et 50% du chiffre d'affaires se fait dans les PME. L'extérieur de l'Union européenne, c'est la même chose. Donc, sur 8 milliards annuels que nous finançons, entre 40 et 50% sont dédiés au financement de la PME et également des corporates, mais la PME joue un rôle prépondérant. Alors, pourquoi? Parce que nous le savons tous, les PME sont le moteur de la croissance, sont le moteur de l'emploi, sont le moteur souvent de l'innovation, parce qu'elles ont plus de souplesse, plus de facilité de s'adapter aux évolutions et aux défis du marché. Mais malgré le rôle important qu'elles jouent dans une économie, les PME sont également très vulnérables, et elles ont également des difficultés à s'approvisionner du point de vue financier, parce que, je ne vais pas m'étaler sur cela maintenant parce que nous allons en parler plus tard, les banques sont frileuses, le risque PME est considéré plus élevé parce qu'elles sont plus petites, elles sont moins bien capitalisées, et les banques, si elles peuvent prêter là où le risque est moindre, enfin ça fait partie de leur ADN, elles prêtent là où le risque est moindre. Donc maintenant, nous allons nous tourner vers la région, donc vers le Maroc dans la région. Et les propos que je vais tenir sont basés sur 2 sources. C'est une étude diagnostique du secteur privé au Maroc que nous avons réalisée avec la Banque africaine de développement et avec la BERD. Et une autre est une enquête sur les entreprises qui a été dans la région, qui a été menée en coordination avec la Banque mondiale et de nouveau avec la BERD. Donc, les PME au Maroc. Alors, le Maroc est un pays, nous le savons tous, qui est très stable politiquement,
un pays qui a connu un succès économique indéniable ces 20 dernières années. Juste pour rappeler un chiffre, le PIB par habitant, en termes réels, a augmenté de 70% en 20 ans, ce qui est quelque chose de tout à fait remarquable. Le Maroc est aussi caractérisé par un système bancaire très développé. C'est un des systèmes les plus développés d'Afrique. Les banques marocaines sont des banques sophistiquées, sont des banques panafricaines. Et donc, on s'attendrait que le secteur de la PME au Maroc va dans le même sens et qu'il est doté des accès aux sources de financement nécessaires. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Et ce graphique est une première démonstration. Il montre les détentions de comptes en 2017 par les différents segments de la population, les adultes, mais les jeunes, les femmes, les populations rurales. Bon, c'est des chiffres de 17, mais il n'y a pas eu une grosse évolution depuis. Et on voit que le Maroc est bien en deçà des autres pays de la région et de la moyenne des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Et ceci est dû essentiellement à deux facteurs. Un, l'importance de l'économie informelle, qui représente, on estime, quelques 30% du PIB, et au fait que l'accès au compte courant, l'accès au guichet bancaire, l'accès au financement des banques est encore très difficile. Et en effet, on voit que 90% des échanges se font en espèces et non pas par l'intermédiaire bancaire. La même chose se reflète au niveau de l'entreprise. Et ici aussi, on voit que le Maroc est moins bien loti que les autres pays de la région et que l'accès au système bancaire pour les entreprises est inférieur. Donc, il y a des pays dans la région qui sont moins bien placés, mais même par rapport aux pays de la même tranche de revenus intermédiaires, le Maroc est en deçà. Et quand nous regardons les prêts bancaires aux entreprises, il faut se rappeler qu'il s'agit essentiellement de prêts aux grandes entreprises, parce que de la ligne qui fait à peu près 20% à droite du graphique, ces 20% sont dédiés, enfin, sont à 80% représentés par des grandes entreprises et non pas par des PME. Donc, les PME au Maroc, comme partout ailleurs, elles représentent pratiquement la totalité de l'emploi dans l'industrie et dans les services, mais elles ont de la peine à investir, elles ont de la peine à accroître leur valeur ajoutée, qui ne représente que 37% de la valeur ajoutée du secteur industriel du pays. Et comme on le voit aussi, mais ceci n'est pas propre du Maroc, peu d'entreprises ont eu des prêts bancaires et plus l'entreprise est petite, plus elle repose sur l'autofinancement, donc sur l'épargne familiale, et moins sur les capitaux étrangers, moins sur les prêts bancaires. Alors, quel est le problème? Donc, le problème est que, comme je disais tout à l'heure, les banques sont frileuses parce que le risque PME est considéré comme un risque élevé et parce que les alternatives sont là. Donc, les alternatives sont les prêts à des clients connus, à de gros clients, et aussi, il faut le dire, le financement de la dette publique, donc des achats de bons du Trésor, qui naturellement ont un risque très bas. Et spécifiquement, quel est le risque de la PME qui est perçu? Donc d'abord, c'est une basse capitalisation, du fait notamment que la PME repose souvent sur la capitalisation familiale, des sûretés inadéquates, manque d'immobilisation qu'on peut mettre en hypothèque ou d'immobilisation peu sûre, des promoteurs qui souvent sont excellents du point de vue technique, qui ont d'excellentes idées, qui ont une grande vision, mais qui
ne sont pas des entrepreneurs, parce qu'on ne naît pas entrepreneur et ce n'est pas intuitif que de devenir un entrepreneur. Et donc, qui présentent des projets peu bancables, qui sont peu habiles à gérer leur entreprise, à générer les profits nécessaires pour, entre autres, rembourser la dette. Et de ce fait, la situation vue du côté des entreprises, que les banques, étant donné qu'elles sont réfractaires à leur donner des prêts, elles voient un manque d'informations sur sur les crédits disponibles. Elles voient des procédures très complexes. Elles voient des exigences strictes en matière de sûreté, en matière d'autres formes de garantie, et elles voient des conditions de prêt qui sont peu acceptables. Donc, au niveau de la durée, ce sont des prêts à court terme, pas des prêts à long terme qui se prêtent au financement d'investissement. Ce sont des taux d'intérêt élevés, ce sont des périodes de grâce inexistantes au niveau de dans la construction du projet. Donc, les entreprises marocaines doivent faire face à ces difficultés, auxquelles, dernièrement, se sont greffés également les effets, l'impact de la crise Covid, qui, comme montre ce tableau, a frappé davantage les entreprises au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de leur capacité de rembourser la dette. L'État les appuyait, on le voit que les petites entreprises ont été plus susceptibles d'avoir reçu une aide, mais quand même, elles ont eu beaucoup de difficultés. Donc, les entreprises ont besoin de 3 choses pour pouvoir prospérer. Le capital, pour commencer, la dette plus tard, et l'assistance technique à tout moment. Et l'importance du capital externe à leur capital, donc l'importance des investissements des venture capital funds, n'est pas seulement à l'apport de la ressource financière, mais également à l'apport de l'expertise. Donc le fait qu'une fois que le fonds en capital prend une participation, il participe également à la gestion de l'entreprise et peut aiguiller l'entrepreneur dans le bon sens. Mais là aussi, il y a une évolution de culture qui est nécessaire, parce que les petits entrepreneurs, surtout quand ils commencent, surtout quand ils n'ont pas d'expérience, pour eux, leur projet, c'est leur bébé. Et ils voient mal un apport externe avec des conseils dont ils n'ont que faire et qui considèrent plutôt une interférence qu'une aide. Le deuxième élément, donc, est celui du prêt bancaire. Et là aussi, il est important d'aider les banques à aider les PME, donc à mettre du crédit à leur disposition. Donc, je dis les banques, et je dis également la microfinance, qui, elle aussi, est fondamentale pour les tout petits entrepreneurs. Et donc, il faut permettre aux banques d'assumer le risque, et ceci peut être fait de 2 façons. Une première façon, qui est la façon qui, même comme on le verra, est en train de se développer au Maroc, en leur fournissant des garanties pour prendre une partie du risque. Une autre façon est de les accompagner dans la compréhension du secteur de la PME. Quand je dis les banques, je ne parle pas naturellement de la hiérarchie des banques. Je parle des personnes qui étudient les dossiers, qui étudient le dossier de la PME avec le même œil qu'ils étudient le dossier de la grande entreprise. Et naturellement, sans faire la part des choses, le risque est considéré très élevé et le dossier est écarté même avant qu'il puisse arriver à un comité de crédit. Donc, c'est ce genre de formation, ce genre d'aide qu'il faut pouvoir apporter aux banques. Alors là où personnellement je pense qu'il faut faire très attention, c'est au niveau des efforts de subvention. Il faut que les banques puissent assurer la qualité financière, la qualité de leur bilan. Et des obligations de subvention, elles peuvent souvent causer des distorsions sur le marché, mais aussi elles peuvent causer
et peuvent augmenter la vulnérabilité du secteur bancaire, qui est vraiment la dernière chose dont on a besoin. Et puis, donc, troisième élément, on en a déjà parlé au niveau des fonds, c'est l'assistance technique. Donc, l'assistance technique aux banques pour leur permettre de mieux appréhender le risque financier et l'assistance des PME, pardon, et l'assistance technique aux PME, qui peut être une assistance technique formelle, mais même du mentoring. Par exemple, en Tunisie, nous avions développé à une époque un système de mentoring des entrepreneurs chevronnés qui aidait de façon totalement bénévole les petits entrepreneurs à se développer, donc sans participer dans leur activité, mais en les prenant par la main et en essayant de leur éviter les embûches des débuts. Donc, ceci nous conduit à la troisième partie de cette présentation, qui est ce que peut faire la BEI. Et donc, qu'est-ce que nous avons conclu? Que les banques, que les PME ont besoin de capital, elles ont besoin de prêts bancaires, elles ont besoin d'assistance technique. Et c'est là où nous essayons d'entrer. Alors, ce que nous ne faisons pas, c'est financer les banques en direct, les PME pardon, en direct, ou les micro-entreprises encore moins, parce que le coût d'intermédiation serait trop élevé, et aussi surtout parce que c'est un secteur que nous connaissons nettement moins bien que les banques de la place locale. Donc, faire remplacer le subsidier aux banques locales n'aurait vraiment aucun sens. Donc, la façon dont nous intervenons est soit en prenant des participations dans des fonds de venture capital, soit, et c'est la partie principale, soit en accordant aux banques de la place des prêts intermédiaires et puis donc des lignes de crédit finalement, pour qu'elles puissent accorder ces ressources aux PME. Donc, ce n'est pas seulement une ligne de crédit que nous leur donnons et en leur disant d'en faire ce qu'elles souhaitent, c'est une ligne de crédit que nous travaillons avec eux. Donc, nous regardons ensemble quels sont les objectifs que nous souhaitons atteindre. Par exemple, ça peut être le soutien des PME en général, mais de plus en plus, ce sont des soutiens ciblés, comme le soutien aux femmes, comme le soutien aux jeunes, comme le soutien au secteur, peut-être l'agriculture, comme un soutien à un objectif, comme peut-être la durabilité de l'environnement. Et donc, ces conditions doivent être répercutées sur le choix des PME qui seront financées, sur des critères de risque que nous laissons à la banque, parce que finalement, c'est la banque qui prend le risque de la PME. Mais j'ai dit tout à l'heure que nous avions un rating AAA, ce qui signifie que nous pouvons collecter des ressources à des conditions très avantageuses sur le marché des capitaux. Et comme nous sommes aussi une banque sans but lucratif, ces conditions, elles sont répercutées sur nos bénéficiaires finaux, avec une autre petite marge d'intermédiation, mais sont répercutées. Et donc, nous demandons également aux banques qu'elles répercutent ces conditions sur les bénéficiaires finaux. Donc, si notre taux d'intérêt est quelque peu au-dessous de celui auquel prêterait que ceci soit, pardon, pas au taux auquel prêterait, au taux de leur collecte de fonds, que ceci soit répercuté sur la banque, également que les maturités plus longues et les périodes de grâce que nous accordons soient répercutées sur les bénéficiaires finaux. Et donc cette activité de prêt intermédiaire représente environ un tiers, donc entre 100 et 150% de nos prêts au Maroc tous les ans. Et voilà, un exemple tout récent est un prêt que nous avons accordé au CIH Banque l'année dernière. Au niveau de la prises de participation, donc nous participons à des fonds d'investissement. Nous ne participons pas directement à des fonds marocains. Nous pouvons, mais ça n'a pas été le cas ces derniers temps. Nous participons à des fonds régionaux qui eux-mêmes investissent dans des fonds marocains, on considère qu'à peu près un demi-milliard d'investissements ont été engagés. Alors, une chose importante que j'ai oublié de vous dire, que la BEI ne finance jamais 100% d'un investissement. Nous finançons toujours 50%. Et donc, l'effet de levier de nos concours est très important. Donc, si nous donnons
à une banque une ligne de crédit de 100, les investissements que cette ligne de crédit permet d'engendrer sont 200. Et la même chose s'applique au capital risque, mais naturellement avec un multiplicateur beaucoup plus élevé. Donc, un exemple est la création d'Amétis MENA 2. Au niveau de la microfinance, nous sommes aussi présents, alors au Maroc avec de prêts, mais également avec de l'assistance technique pour développer davantage l'activité de mentoring et pour permettre aux populations vulnérables, aux populations rurales, d'entrer dans ce monde de la microfinance et donc d'entrer dans le monde de la production et dans le monde de l'investissement formel. Donc, j'avais dit que un autre des grands problèmes que rencontrent les banques est la question du risque. Et qu'une solution pour les aider est la garantie. La garantie est un instrument relativement récent à la BEI. Nous en avons développé quelques-unes ces dernières années en Jordanie, en Palestine. Pas encore au Maroc, mais au Maroc, nous sommes en train de mettre en œuvre avec nos collègues de la Commission européenne un programme dédié au financement des banques locales qui s'appelle le programme Trade and Competitiveness en bon français, qui cible des entreprises commerciales, des entreprises qui entrent dans la ligne de valeur des échanges commerciaux entre nos deux régions. Et nous avons choisi 3 secteurs cibles, l'agriculture, le textile et l'automobile. Donc, ce que nous faisons dans le cadre de ce programme est mettre les 3 volets dont j'ai parlé avant, la garantie, le prêt et l'assistance technique, ensemble dans un package que nous proposons aux banques. Donc, nous leur proposons une garantie de portefeuille pour prendre en parallèle avec elle une partie du risque des PME, des conditions de prêt plus avantageuses pour les PME et également de l'assistance technique qui peut aller aux banques ou qui peut également être conçue pour des PME. Et c'est du côté assistance technique, nous avons également entrepris des études de secteurs, donc de ces 3 secteurs, pour mieux accompagner les banques dans la compréhension de ces marchés, des opportunités et des risques de ces marchés, pour qu'elles puissent mieux les appréhender et donc mieux financer les PME qui travaillent dans ces secteurs. Donc c'est une approche globale que nous allons mettre en œuvre cette année et au cours des années futures. Alors, un dernier prêt que je voudrais évoquer est celui au Crédit Agricole du Maroc pour nous avons de 200 millions d'euros que nous avons octroyé l'année dernière et qui rentre dans notre grand objectif climatique environnement durable. Donc, c'est un prêt pour un appui à l'écosystème agricole et pour rendre plus verte la chaîne de valeur. Et c'est un prêt qui s'inscrit complètement dans la stratégie nationale Génération Green 2023. Voilà, j'ai terminé. Pour conclure, il est clair que le secteur privé doit être au cœur de la reprise au Maroc. Et la charte de l'investissement que le roi a promulguée, je crois, tout récemment hier, vise un investissement privé qui devrait représenter 2/3 de l'investissement total au Maroc à l'horizon 35. Et ce but ne peut être atteint qu'avec tous les participants à l'économie marocaine et essentiellement avec les PME. Donc nous, en tant que BEI, nous nous engageons au cours des prochaines années à développer davantage notre rôle auprès des banques, notre rôle auprès des fonds d'investissement, auprès de l'institution de microfinance,
pour qu'elle puisse jouer pleinement le rôle et contribuer à cette vision de Sa Majesté. Merci beaucoup. Merci, Madame Flavia Balanza. Donc, la conférence, nous allons passer à la deuxième étape, à un échange et discussion. Et il y aura aussi la possibilité pour vous, chère audience, de poser vos questions. Alors, nous allons passer une petite vidéo pour nous emmener, nous embarquer au Liban avec un programme d'appui lancé par la BEI. Si à la régie, nous pouvons envoyer le son. On peut augmenter le son au niveau de la régie. Si Thérèse pouvait vérifier peut-être juste la connexion. Non. Bon. Ce n'est pas grave. On partagera la vidéo sur la plateforme, enfin sur le réseau de Newcoms Africa, si nous n'avons pas le son. Alors, ce que je propose, c'est de commencer, de débuter notre échange, Madame Balanza. On a préparé quelques questions pour vous. Et puis, je vais, tout d'abord, par votre expérience, je vais citer un peu en début de conférence. Votre expérience est impressionnante, une connaissance vraiment de l'écosystème régional aussi, surtout, dans l'Union européenne. Et puis, non, c'est pas grave, nous partagerons la vidéo à travers nos réseaux. Et j'aimerais revenir sur votre expérience et votre regard par rapport à cette dynamique marocaine qui est impressionnante, d'après ce que vous avez évoqué. Et comment aujourd'hui le Maroc se positionne entre l'Union européenne et l'Afrique, et quel regard portez-vous par rapport à cette dynamique? Je suppose que vous posez la question au niveau général, pas uniquement au niveau de la... Au niveau général, vraiment personnel, juste pour avoir un peu votre impression. Donc voilà, sentir un peu de votre expérience. Vous avez parcouru beaucoup de régions, de l'Asie, partout, donc maintenant... Écoutez, le Maroc, comme je vous disais tout à l'heure aussi, est un pays qui est stable. Et le fait que le Maroc est un pays qui est stable, un pays qui a connu un grand taux de croissance, rend le Maroc un pays unique dans la région. Il n'y a pas d'exception, c'est le seul pays qui a connu cette stabilité et qui a connu cette essor économique. Parce que même si nous prenons des pays comme le Liban, le Liban est un pays qui est riche, un pays du système bancaire extrêmement développé, mais qui a connu des hauts et des bas drastiques. Et la Jordanie est un pays qui est c'est un morceau de désert, qui a fait aussi des miracles, mais qui a souffert énormément de l'arrivée de réfugiés de tous les pays de la région. C'est un pays qui doit se battre. Le Maroc, il a des ressources. Bon, je ne parle pas de l'Égypte et de la Tunisie qui ont connu des revers politiques et qui ont connu de la cause de ce revers aussi une dégradation de leur économie. Même si l'Égypte, on voit maintenant un rebond, on voit des réformes qui aussi étaient très courageuses. Et c'est des pays qui ont difficulté à remonter la pente. Ce qui n'est pas le cas du Maroc. Le Maroc a construit année par année sur ce qu'il a bâti. Et ce fait, le Maroc est un pays, en plus le Maroc est un pays qui a des ressources naturelles importantes,
C'est un pays qui a des ressources humaines importantes. Je suis toujours très impressionnée de nos contacts avec notre contrepartie marocaine. Et de ce fait, je crois que le Maroc, et aussi de sa position géographique, en se tend le bras des deux côtés du détroit de Gibraltar, le Maroc est un pays qui est là pour être un partenaire clé de l'Union européenne. Et partenaire Maroc, mais également un partenaire pour l'aide au développement des pays d'Afrique subsaharienne. Parce que là aussi, le Maroc joue un rôle important par les banques, nous l'avons dit, mais également dans d'autres secteurs, dans la télécommunication, dans l'énergie. Et le Maroc peut développer davantage ce rôle. Il a le potentiel et je crois que c'est aussi de l'intérêt de l'Europe de faire ceci en partenariat avec des pays comme le nôtre. Je répète, la stratégie marocaine, la vision de Sa Majesté, la façon dont cette vision a été traduite dans la stratégie est quelque chose qui est totalement impressionnant et regardant dans l'avenir le Maroc vert, le nouveau plan d'investissement, je ne connais pas le nom. Ce sont des choses qui donnent beaucoup de leçons à beaucoup de pays des deux côtés de la Méditerranée. Nouveau peut-être développement. Merci. Très bien. Alors, pour entrer dans les détails, justement, Madame Balanza, quelles sont les modalités d'intervention de la PMI dans le soutien des financements des PME? Parce que c'est le sujet aujourd'hui. Donc, nous ne finançons pas les PME en direct, mais nous passons par l'intermédiaire des banques locales, par l'intermédiaire des fonds d'investissement locaux, qui ont la connaissance du marché, qui ont la sensibilité également, parce que ce n'est pas nous en venant du Luxembourg, sans parler la langue, sans connaître la culture, que nous allons pouvoir parler. Oui, on peut parler à entrepreneurs des grandes villes, on ne peut pas parler à entrepreneurs des villages ruraux, comme peut le faire la branche d'une banque marocaine, du fonds d'investissement marocain, qui connaît ces personnes, qui parlent la même langue et qui partagent la même culture. Donc, c'est très important de travailler avec elles, non seulement parce qu'autrement les frais seraient trop élevés sur le plus indirect, mais également parce que nous n'avons pas cette expertise. Quel bilan d'étape de la PAEI dans le soutien du secteur privé au Maroc à travers ces différentes modalités d'intervention? Alors, je crois que... Non, bref, je ne crois pas, je sais, les banques évoluent dans le bon sens. Donc, nous voyons qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ce genre de concours. Nous voyons que les banques comprennent l'importance de la PME et essaient de la soutenir. C'est un travail de longue haleine. Et ce n'est pas du jour au lendemain que ça va changer. Nous saluons les efforts des autorités marocaines de mettre en place par la caisse de garantie. Excusez-moi, je suis plus mauvaise, je ne me rappelle pas le nouveau nom marocain. Donc, de mettre en place des garanties pour les banques, donc pour réduire le risque et leur permettre de prêter davantage à la PME. Donc, tout ça va dans le bon sens. Mais au Maroc, comme partout dans le monde, c'est un exercice de longue haleine. Parce que, c'est vrai, les banques, ils ont leur bilan en tête, leur santé financière est le moteur principal de leur objectif principal. Et sauf s'il y a des incitations particulières qui leur permettent de financer les PME, de prendre plus de risques, et bon, là, on peut risquer. Alors, aujourd'hui, quels sont les engagements financiers de la BEI dans les fonds d'investissement de capital de développement, stratégie d'investissement et modalités d'intervention dans ces fonds? Alors, nous avons, donc au Maroc, nous participons dans un fonds, nous sommes dans des fonds régionaux, pour la région MENA, qui eux-mêmes travaillent au Maroc, et nos contributions dans ces fonds au cours des 10 dernières années s'élèvent à quelques 350 millions d'euros. Mais ce sont des prises, donc c'est un montant qui peut paraître petit, mais c'est une prise de participation dans ce fonds. Donc nous sommes avec d'autres investisseurs, notre partie est souvent petite, ce que nous apportons et notre expertise
expertise, donc l'expertise également de l'Europe, l'expertise des investissements de fonds en Europe. Et donc nous jouons un effet de levier. Donc pas nécessairement l'apport capital direct. Donc ces 350 millions peuvent se traduire en investissement beaucoup plus important avec un multiplicateur peut-être de 5 ou de 6. Très bien. Alors, quels sont les résultats à date d'aujourd'hui et votre niveau de satisfaction au vu de vos investissements dans ces véhicules en question? Et là aussi, c'est mixte. Nous avons tous, je crois que nous avons tous appris, les fonds ont été pris de plein fouet par les différentes crises économiques de 2008, pardon, 2013, récemment par la crise Covid. L'activité augmente. Ils ne sont pas, donc quand on ne fait pas de l'absence, je crois qu'ils ne sont pas suffisants parce que la demande en capital est très importante et parce qu'il est très important de pouvoir apporter le capital aux entreprises pour leur permettre de démarrer sur des bases solides. Donc je crois qu'il est dans l'intérêt de tout le monde de développer ces fonds et aussi de leur permettre de leur donner les moyens de leur fournir l'assistance technique. Alors, aujourd'hui, quelle est votre stratégie d'investissement dans les prochaines années? En général ou par rapport à la PME? Par rapport à la PME, axé sur la PME. D'accord. Donc, nous ne sommes pas là pour imposer aux banques marocaines, pour imposer au Maroc, à n'importe quel de nos pays partenaires ce qu'ils peuvent faire. Donc, notre approche est d'appuyer la stratégie nationale, la stratégie du client, tant que celle-ci correspond également à la priorité de la BPJ. Donc, nous sommes à l'intersection entre les priorités du partenaire et la avec le Maroc, c'est très facile parce que c'est priorité sur le groupe. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est développer la chaîne de valeur. Le Covid nous a appris que nous fournir en Chine ou en Asie et dans des périodes de crise, c'est plus compliqué que de nous fournir chez le voisin. Donc, je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde de favoriser le développement de chaînes de valeur à proximité. Et cela fait partie de la vision du gouvernement marocain, mais cela fait également partie de nos objectifs. Donc, ça, c'est une chose, favoriser le développement de chaînes de valeur, favoriser le développement du commerce dans la région. Et l'autre grand élément est le climat et l'environnement durable. Donc, nous allons nous efforcer de cibler des produits et des instruments pour favoriser les investissements des PME dans l'efficacité énergétique, dans des écosystèmes durables, aussi pas seulement pour elles-mêmes et pour le climat, mais aussi parce que au niveau des exportations, ce sera de plus en plus, en allant vers l'avenir, un facteur qui sera pris en compte. Donc de même qu'il ne peut pas importer à l'Europe s'il y a des risques de travail, d'esclavage, ou certains critères d'hygiène, on y arrivera au cours des critères de protection du climat. Si nous ne sommes pas respectés, l'exportation ne sera pas possible. Donc il est très important que les entreprises se mettent des niveaux même de ce point de vue-ci pour que leur futur, leur croissance soit garantie. Très bien. Et votre intérêt se portera-t-il sur un moyen de financement particulier ou votre soutien sera prononcé sur certains secteurs d'activité? Vous avez parlé tout à l'heure de l'automobile, transport, agriculture. Est-ce que. Non, là, si votre transport, automobile et agriculture, ce sont des secteurs importants au Maroc, importants dans le commerce Maroc-Europe, et nous avons retenu dans le cadre de ce programme avec la Commission. Mais non, le secteur varie d'un pays à l'autre en fonction des besoins de l'économie. Il varie d'une banque à l'autre. Il y a des banques qui sont plus portées sur un secteur que l'autre. Tous les secteurs, à part alcool, tabac, drogue, armes, sont des secteurs qui sont éligibles. Et donc, nous devons regarder sur les besoins, comme je vous ai dit, avec ces deux grands
de chaînes de valeur de proximité, et bien sûr favoriser les projets qui créent de l'emploi. Très bien. Vous parliez de armes inéligibles, c'est ça? Ce sont des secteurs inéligibles. Éligibles. Très bien. Alors, quels sont les secteurs porteurs sur lesquels le financement des PME devrait s'orienter dans le cadre d'une stratégie de développement national sur le long terme et dans une vue macro? Les secteurs porteurs d'emploi. Parce que l'emploi permet la croissance, l'emploi permet l'épargne, l'emploi permet l'investissement. Donc, c'est essentiel. Des secteurs qui rentrent dans la ligne de valeur nationale. Donc, on parlait par exemple de l'industrie automobile. Le Maroc est le début du pays qui a une industrie automobile. Et les entreprises doivent rentrer dans ce secteur pour pouvoir appuyer et pour augmenter la valeur. Et notre secteur qui est plus difficile à atteindre et qui est très important est le secteur de l'innovation. Parce que c'est pas l'innovation, c'est qu'on connaît les progrès. Et là, donc je disais tout à l'heure du Fonds européen d'investissement qui finance uniquement des pays et qui en Europe est concentré sur également à une ligne qui cible l'innovation. Le fonds travaille également au Maroc dans le périmètre du financement de projets innovants. Donc ce sont les trois secteurs, à mon avis, sur lesquels il faut pousser pour que le PND puisse Très bien, merci Madame Balanza d'avoir répondu à nos questions. Alors vous allez vous prêter au jeu des questions et je vais proposer justement à l'audience de réagir au vu de tout ce que vous avez pu entendre. La parole, donc présentez-vous aussi pour les caméras, debout et posez vos questions. Je vais dire au moins présent aussi. Au micro. Alors ça c'est bon, voilà. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Bonjour. Désolé. Si on peut voir au niveau de la régie, le micro. Voilà. Alors, Mohamed Hamidouche, ancien vice-président de la Banque africaine de développement, CEO de Inter-Africa Capital Group. Je vous remercie pour votre élément de présentation. On a été édifié et surtout, merci de nous avoir updaté, disons, en matière de nouvelles perspectives d'intervention de la BEI, notamment en matière de transition énergétique. C'est un problème qui pose problème. L'Union européenne, suite à la COP26 de Glasgow, a donné des instructions aux institutions financières d'aller dans le sens de l'économie verte, de ne plus soutenir par exemple les énergies fossiles. Or, beaucoup des pays africains aujourd'hui, exportateurs de gaz et de pétrole, vivent de ces énergies fossiles. Donc il y a aujourd'hui, ça se discute à Bruxelles, lors du sommet Union européenne, Union africaine. Donc ça, c'était la première observation que je voulais faire et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, parce qu'un rapport récent, publié la semaine dernière, montre clairement que les banques commerciales internationales continuent à investir massivement dans les industries fossiles, alors qu'il y a une contradiction par rapport à ces messages qui nous viennent un peu des décideurs politiques. Je voulais vous poser aussi une question pour savoir, est-ce que vous avez eu l'occasion d'étudier le type de garanties qui sont exigées par les banques commerciales ici au Maroc et ailleurs dans les autres pays où vous intervenez, en soutien au financement de la petite et moyenne entreprise? L'inaccès au financement souvent s'explique par la difficulté de fournir les garanties qui sont exigées par les banques. Parce que ça, c'est un facteur très limitatif pour l'accès au financement de la PME en milieu européen. La dernière question, je voulais savoir si, de par vos statuts, vous pouvez lancer des emprunts obligataires, par exemple en monnaie locale, ici au Maroc, pour financer les besoins de trésorerie de la PME, bien que vous ne le faites pas directement, mais vous le faites à travers les intermédiaires financiers qui sont des banques commerciales, etc. Et là, il y a un problème.
les crédits que vous faites libellés en euros, les crédits qui sont faits à la PSE sont faits en MAD, il y a un risque de change. Et souvent, les entreprises, les PME ne veulent pas s'exposer parce que les banques commerciales transfèrent intégralement le risque de change au promoteur du projet ou le responsable de la PME. Si bien qu'on se trouve avec des fonds colossaux mobilisés au niveau international par nos banques commerciales, mais qui n'arrivent pas à être décaissés. Donc il y a une contradiction, d'autant plus que nos banques sont en surliquidité. Donc elles ont plutôt tendance à utiliser les ressources en monnaie locale qu'elles ont. Vous nous avez montré le volume très important des dépôts qui sont stockés au niveau du secteur bancaire marocain par rapport aux crédits qui sont faits à l'économie. Donc là, il y a plusieurs contradictions et ils nous sont interpellés tous pour essayer de faire avancer les choses et trouver des solutions adéquates et idoines à cette problème. Je vous remercie. Merci pour votre question. Je vous propose aussi de poser, on va prendre deux questions pour répondre, si vous permettez. Monsieur et madame. Micro. D'accord. Oui, c'est le Fergui Abdallah, président de la Confédération marocaine des TPE-PME. Ma première question concernant l'objet de cette rencontre. Donc, tout d'abord, on remercie les organisateurs aussi d'avoir présenté cette conférence. Ma première question concernant l'objet de cette rencontre. Est-ce que vous, les organisateurs et vous, est-ce que vous désignez la PME en tant que TPE-PME ou bien simplement la PME? Parce qu'au Maroc, c'est un peu bizarre. Nous, on s'intéresse beaucoup à la PME alors qu'il y a 30 000 PME au Maroc et on néglige les TPE qui sont plus de 4 millions de TPE. Donc c'est 98% du tissu économique du Maroc sont des TPE alors qu'il y a très peu de PME. Donc on n'en parle que des PME. Donc là, ça c'est une question. Ma deuxième question concernant le financement de ces types d'entreprises, les TPE-PME. Généralement, depuis X temps, l'Union européenne, plusieurs pays européens, on entend parler financer les TPE, les PME. Nous, on était amenés à discuter avec plusieurs organismes. Donc, ils nous ont sollicité, la Banque mondiale, l'Union européenne, la BERD, KfW, etc., sur des lignes de financement destinées aux TPE parfois, aux PME et aux deux parfois, et concernant le financement de l'économie verte. Mais malheureusement, ils passent tous par le lobbying des banques. Alors qu'au Maroc, on sait que le lobby de la banque, donc il a ses critères. Donc les banques, ils financent les entreprises qui réussissent. Alors ils n'accompagnent pas les TPE, les PME. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'assistance technique. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous l'avons dit à l'Union européenne, ça fait 5 ans qu'ils envoient des cabinets d'études pour faire l'évaluation ou bien l'audit des lignes de financement de l'Union européenne. Et on le dit à ces cabinets. Mais ces dernières années, on a dit stop. On ne va pas discuter la même chose chaque année. Donc comment ça se fait? Comment ça se fait? La question, pourquoi ne pas entrer en contact directement avec ces organismes? Pourquoi ne pas financer directement la TPE et la PME? Ou bien associer ces organismes avec les banques. Donc qui observe donc ces lignes de financement? Essayez d'être court au niveau de la question. On va pas refaire le débat. Et Madame Murphy, je vous en prie. Voilà. Et nous reprendrons une deuxième vague de questions. Professeur Sabah Shraibi, présidente nationale de l'Association marocaine pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Merci Madame pour l'éclairage que vous avez donné sur l'ensemble des actions et des activités de la BEI. Alors j'ai une question toute simple et brève. Vous avez parmi vos priorités, ou disons
votre population cible, femmes et jeunes. Comment s'énonce justement cet intérêt et dans le cadre notamment de votre négociation ou de vos négociations avec les banques locales? Parce qu'il ne me semble pas qu'il y ait un intérêt particulier qui s'exprime sur le terrain dans ce sens. Merci de la réponse. Merci, Madame Saïdi. Merci. Alors, c'est une grosse question. Je vais essayer de ne pas aligner. Et si je l'oublie, s'il vous plaît, revenez vers moi. Donc, le climat. Alors, les énergies fossiles financées par les banques internationales. C'est vrai, je ne pense pas que l'Union européenne n'a pas banni le financement de ce fossile de la part des banques commerciales. Les banques commerciales, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Il y a des objectifs à niveau national. Donc, je ne sais pas comment les banques commerciales comptent intégrer ces objectifs dans leur propre stratégie, mais il n'y a pas de banque. Nous-mêmes, nous avons décidé d'arrêter ce genre de financement, mais voilà, c'est une décision que nous avons prise parce que nous sommes la Banque de l'Union européenne, parce que nous sommes une institution non-profit. Deuxièmement, peut-être il faut clarifier, quand nous travaillons par l'intermédiaire d'une autre banque, nous nous assurons, enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a des conditions d'éligibilité, donc des conditions qui font qu'un projet peut être financé ou pas par notre ligne de crédit. Et l'impact climatique est une des conditions. Donc, même par le biais de nos lignes de crédit, les banques qui les utilisent ne peuvent pas financer des projets d'énergie fossile, ne peuvent pas financer des projets que la BEI ne pourrait pas financer directement. Donc, nos conditions sont répercutées pour notre ligne de crédit. Mais ce que les banques font avec les autres fonds, nous ne pourrons pas le contrôler. Personnellement, mais ça c'est mon point de vue purement personnel, je crois que d'accord, le climat est quelque chose de très important, mais je pense que il faut quand même faire la part des choses et que, surtout dans les pays d'Afrique, les pays pauvres, ils devraient avoir une transition bien plus longue que celle qu'on essaye de leur imposer maintenant. Parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont tout aussi importants, si pas plus importants que le climat. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, qui ne reflète pas l'opinion de ma hiérarchie. Pour les prêts en monnaie locale, alors les emprunts en monnaie locale, pardon. C'est une excellente question. C'est quelque chose que nous regardons, qui pratiqué par le statut, mais qui requiert une lecture très flexible de le statut. Donc, nous sommes en train de regarder ce que nous pouvons faire par le biais de swap. Nous ne pouvons pas emprunter en monnaie locale. C'est quelque chose qui n'est pas possible, mais nous sommes en train de voir quels systèmes de swap peuvent être mis en place pour permettre l'accès à la monnaie locale à des conditions qui ne sont pas trop onéreuses. Parce que les swaps, surtout dans des monnaies exotiques, comme peut-être beaucoup de monnaies africaines, sont très onéreux et le coût de l'opération n'est pas acceptable. Pour ce qui est du risque de change, donc deux choses. Souvent, il est pris par les banques. Et comme je disais tout à l'heure, notre ligne de crédit finance 50% des investissements. Donc, une banque peut utiliser notre ligne de crédit, disons, pour des investissements de 100 millions d'euros, peut utiliser nos lignes de crédit en devises pour des PME exportatrices et utiliser la monnaie locale pour des PME ne travaillant que sur le marché. Donc le risque, on essaie de ne pas le répercuter au niveau de la PME parce que, comme vous dites, ce serait beaucoup trop cher. Est-ce que j'ai oublié des questions de votre part? Merci. Alors, pour venir à la question de monsieur, excusez-moi, j'aurais dû être plus claire. Non, on parle bien de la TPME, de la TPE, de la PME et même de la microfinance. Donc, on parle de
la femme dans la région rurale qui veut acheter une machine à coudre jusqu'à la PME innovante. C'est vraiment toute la gamme qui est prise en compte. Nous ne pouvons pas financer ceci directement, ce serait beaucoup trop cher que de donner un prêt de 50 millions d'euros en provenance du Luxembourg et étudier le dossier à Luxembourg. On parle de centaines de dossiers. Et nous devons passer par un intermédiaire bancaire qui joue ce rôle. Alors, et nos lignes de crédit, elles ciblent les PME, ce ne sont pas des lignes de trésorerie que la banque peut utiliser comme elle veut. Mais c'est seulement une partie des financements de la banque, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut accompagner les banques, il faut leur donner des instruments pour leur permettre de financer les PME, parce que ce n'est pas le cible naturel d'une banque à cause du risque qui est considéré élevé. Donc nous mettons notre goutte d'eau dans le système, mais il y a tout un système autour de nous qui également doit évoluer et qui prend du temps à évoluer. Alors, pour l'assistance technique, c'est aussi quelque chose qui se met en place petit à petit. Et nous travaillons très étroitement avec l'Union européenne. Nous pouvons, peut-être que ma collègue peut donner des informations là-dessus si elle est notre représentante ici à Rabat. Mais nous sommes totalement prêts à nous asseoir autour d'une table avec vous pour voir quelle est la meilleure façon de faire arriver l'assistance technique aux PME. Parce que c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place, que nous mettons en place petit à petit, mais qui est difficile à implémenter. C'est très clair. Et aussi, je vous dis, nos fonds, nous ne finançons pas tout le Maroc. Donc, s'il y a moyen d'optimiser nos ressources, c'est quelque chose que nous sommes tout à fait prêts à discuter avec vous. Et finalement, pour la réponse à Madame, donc c'était les femmes, les jeunes, c'est des exemples. Ce sont des segments pour lesquels nous demandons de plus en plus aux banques en général d'accorder au moins une partie des financements à ces secteurs-là. Je répète, je ne sais pas quelle est la granularité de vos statistiques. Nous parlons d'une partie des financements bancaires, la partie qui provient des financements de la BEI. Je ne sais pas jusqu'à combien cela reflète les financements totaux dans le pays. Anne, tu veux dire quelque chose sur l'assistance technique aux PME ou ce n'est pas un sujet que tu as abordé avec la Commission? Pour Madame. Si vous voulez bien vous lever. Merci. Oui, justement, pas grand-chose à ajouter, peut-être juste une petite précision par rapport à l'assistance technique aux petites et moyennes entreprises, c'est qu'on intervient à deux niveaux. Donc, notre assistance technique cible à la fois les petites et moyennes entreprises pour augmenter leur capacité de présenter, par exemple, des business plans qui puissent être compréhensibles pour les banques, parce que parfois, ils n'ont pas la capacité. Donc, augmenter leur capacité de présenter de bons dossiers aux banques, mais en même temps, faire comprendre aussi aux banques qu'il y a une capacité de marché, donc des possibilités de faire du profit. On parle des opérateurs privés, donc on ne parle pas des organisations non-profit. Il faut toujours jouer sur l'incitation financière et donc ouvrir des opportunités de business aussi auprès des banques. Donc renforcement des capacités auprès du staff qui est responsable de la gestion des relations avec les clients. Donc c'est toujours au deux niveaux. Merci pour la réponse. D'autres questions? Bonjour, Hicham Kouar du groupe Le Matin. Je vous remercie de cette présentation. Et je voudrais que vous confirmiez un aspect qui est lié au secteur que vous financez. Il me semble que vous êtes en priorité sur 3 secteurs, le textile, l'automobile et l'agriculture. Est-ce vrai, déjà? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous dire quels sont les secteurs aussi que vous
que vous financez. Une deuxième question, c'est par rapport à la veille aujourd'hui que vous faites sur le Maroc. Je voudrais savoir, est-ce que vous regardez autre chose à part les marges, à part l'aspect risque? Donc c'est une question qui est un peu, je pense, plutôt sur l'évolution un peu sociétale, sur les nouveaux métiers qui émergent, sur les compétences au Maroc. Est-ce qu'il y a un regard un peu sur ces aspects-là? Merci. Alors, je crois... Justement, madame, au fond. Oui, bonjour, Fatem Zarabouzouba, directrice des investissements à Valoris Capital. Ma question s'adresse à l'intervention equity de la BUI au Maroc. Je me demandais, est-ce que la BUI investissait uniquement dans les fonds régionaux et s'interdisait quelque part d'interdire dans des fonds monopays? Merci. On va prendre une troisième question, si vous permettez. Si Zakaria Fahim. Allez-y, madame, je vous en prie. Bonjour, Nadia Large de la coopération internationale allemande, la GIZ. Donc, ma question, elle est plutôt par rapport aux expériences de la BUI dans la promotion du financement de la PME. Nous savons tous qu'aujourd'hui, nous avons tous les atouts au Maroc pour pouvoir accompagner la croissance économique et augmenter la compétitivité des entreprises. Mais je pense aussi qu'il y a un changement de paradigme au niveau du système de financement. Donc, au lieu de penser peut-être risque, il faut peut-être penser opportunité à exploiter, à explorer auprès des TPME. Quelle est votre expérience par rapport à cette culture de changement ou à ce changement de paradigme pour que le système financier puisse jouer le jeu et vraiment accompagner les vrais besoins et apporter des services adaptés à la TPME? Merci. Merci pour la question. On va prendre une dernière question là, pour monsieur. Bonjour, Zakaria Fahim, je suis président de l'Union des auto-entrepreneurs et en même temps président de Hub-Africa, une plateforme pour les startups et les entrepreneurs sur le continent. J'étais très séduit par l'étude où vous avez mutualisé la BU, la BOT, parce que très souvent, on rejoint un peu, chacun fait des choses dans son coin et on ne mutualise pas. Donc nous, on a lancé un SBA for Africa parce que je pense que cette problématique aujourd'hui de développement, et mon collègue a rappelé les 4 millions, parce que le vrai sujet dans nos pays, c'est qui va vers l'informel. Vous avez parlé de la microfinance, je suis commissaire au compte de l'une des plus grandes structures de microfinance. 99%, 98% c'est des femmes qui souvent, effectivement, quand on parle d'inclusion, ne sont pas dedans. Donc il y a un vrai sujet sur le terrain. Donc on se pose toujours la question, la fameuse granularité, comment on fait? Donc ma question, est-ce que aujourd'hui, donc sur par exemple cette première SBA, on est en discussion avec l'Union africaine, avec la BAD, est-ce que c'est des sujets que vous pouvez porter? Parce que aller effectivement dire qu'on peut développer son business dans le formel avec des outils comme l'auto-entrepreneur est un vrai levier. Dernière question pour rester aussi sur des thématiques intéressantes. J'étais aussi à un moment donné président de la commission PME et relations grandes entreprises au patronat et on avait travaillé sur les PPP et notamment sur la PME. Donc les décrets sont en train de sortir. Est-ce que là aussi vous avez votre influence pour qu'il y ait un vrai dispositif? Parce que la loi, c'est pas passé, mais dans les décrets, ils sont en train de tuiler pour qu'on ait quelque chose sur, et c'est imminent. Donc ça serait intéressant de voir comment vous pouvez nous permettre d'intégrer donc la PME dans les PPP qui permettent d'avoir une visite et business. Parce que vous l'avez dit, il faut l'accès au marché, il faut du financement, mais il faut aussi aujourd'hui, je dirais, tout l'écosystème que nous n'avons pas pour faciliter un peu cette volet. Et le dernier point, quand vous parlez des financements pour les PME, on a lancé un baromètre sur la transmission BDO il y a un mois, et un des enjeux sur le LBO. Parce que beaucoup d'entreprises familiales qui sont en train de changer de relève n'ont pas toujours les enfants capables de reprendre ce type de business. Par contre, les salariés, ils savent le faire. Mais quand ils vont aux entreprises, il faut des cautions. Et là, on traite des cas très réels, concrètement, parce que c'est le vrai challenge de ces industries invisibles, peut-être pour vous, c'est que ces gens-là n'ont pas de pognon, mais ils sont là. Qui aujourd'hui est capable de les aider? Parce que les banques arrêtent un peu, bon, ils gèrent l'épargne publique, mais ils n'ont peut-être pas ce levier que vous avez. Merci pour les questions.
je vais commencer par... alors, les 3 secteurs. Oui, je suppose que j'ai un peu confus les gens, les auditeurs avec c'est un exemple. Non, enfin, c'est spécifique à ce programme Trade and Competitiveness, dans lequel nous avons pris 3 secteurs pilotes. Mais la BEI intervient dans tous les secteurs économiques d'un pays, dans les services. Mais enfin, il faut que ce soit un investissement physique. Donc, nous ne finançons pas... Donc, pour les PME, nous pouvons également financer le capital, les fonds de roulement, mais il faut qu'il y ait un investissement physique à la base. Et nous intervenons dans tous les secteurs de l'économie. Alors, quand vous dites si nous regardons autre chose que le risque et la marge, nous, oui, parce que, enfin, les banques commerciales, je suppose que non, parce que sinon elles ferment boutique, ce n'est pas le but non plus. Nous sommes une institution sans but lucratif, donc ce n'est pas ce que nous regardons. Nous ne devons pas faire des pertes, bien évidemment, mais nous ne recherchons pas le profit. C'est la raison pour laquelle je disais que nos concours se font au taux de la collecte des fonds, avec la marge d'intermédiation, et puis on reflète le facteur de risque. Mais nous ne prenons pas une marge de profit. Et ce que nous regardons, alors je suppose que là, votre question va au-delà de la PME. Au Maroc, nos investissements visent beaucoup et surtout l'énergie renouvelable. Nous avons financé tous les grands projets d'énergie renouvelable et c'est un secteur dans lequel nous allons continuer à nous engager dans l'avenir. Nous avons signé il y a 2 jours un prêt pour les écoles rurales, donc l'éducation est un autre secteur qui nous intéresse et dans lequel nous souhaitons également continuer à développer notre engagement. Au moment de la crise Covid, nous avons appuyé le Maroc dans les mesures d'urgence de santé. Donc, alors là, dans ce cas, on a même pu faire une exception et financer les consumables, donc les masques, les serviettes, enfin, tous les besoins des hôpitaux. Et dans le social, il y a plusieurs secteurs que nous regardons, donc l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, et nous regardons également des possibilités de financer des immeubles, enfin des immeubles sociaux, mais voilà, nos grands buts, c'est les infrastructures, eau, énergie, un peu télécom, transport. C'est un autre secteur d'intervention au Maroc. Et puis, dans ces financements, nous assurer que le financement, l'investissement en tant que tel ne génère pas des inégalités. Donc, que le transport permette l'accès à tout le monde et pas une partie de la population, par exemple. Alors, puis l'autre, les fonds monopays, oui, on peut financer totalement des fonds monopays, ce n'est pas exclu. Nous avons des ressources limitées pour les investissements dans les fonds et donc nous essayons de privilégier les fonds régionaux dont l'effet multiplicateur peut être plus élevé, mais nous opérons également dans des fonds nationaux, ce n'est aucun problème. Et pour vos dernières questions, monsieur, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Donc, pour la partie que j'ai comprise, nos assistances techniques sont ciblées sur les projets. Donc, tout ce qui est apport au niveau plus élevé à la gouvernance, à la législation, ce n'est pas de notre sort. Nous pouvons donner notre grain de sel, mais ce n'est pas nous qui faisons apportons ce genre d'appui. C'est une activité de notre consoeur, la Commission européenne, qui, elle, dédie des dons uniquement à ce but. Pour le rachat, oui, vous avez tout à fait raison, c'est
c'est important, mais ce n'est pas quelque chose que nous ne pouvons pas financer purement des rachats d'entreprises, pas qui que ce soit. Il faut qu'il y ait un investissement à la clé. Ce dont vous parlez est important. Je ne crois pas que c'est quelque chose que la BEI a regardé en tant que tel, mais je ne pense pas non plus que le rachat de la... Si vous voulez, au niveau de la PME, l'instruction du projet n'est pas faite par nous, elle est faite par la banque intermédiaire. Donc si la banque considère que, par exemple, dans votre cas, les salariés peuvent racheter l'entreprise et que la structure est telle qu'on peut donner un prêt aux salariés et qu'il y a aussi un investissement d'expansion, par exemple, à la clé, il n'y a aucune raison pour que ce genre de financement ne soit pas fait sur une ligne BEI. Très bien. Très bien, merci. Alors, allez, une dernière question, madame. Oui, bonjour, Kauthar Nablaziz de la coopération technique allemande. Alors, je vous remercie pour votre présentation très pertinente et très intéressante, surtout dans le contexte actuel de la relance post-Covid. Et justement, ma question, c'est par rapport aux PME et les entreprises qui ont vu leurs activités cesser et fermer durant la crise du Covid-19. J'aimerais savoir si vous avez une stratégie pour cette relance et si oui, comment cela pourra se faire en complément de ce que le gouvernement a fait jusqu'à aujourd'hui. Merci. Le micro. Bien, ouais. Donc, alors, au moment de la crise du Covid, ce que nous avons fait, là aussi, nous avons pu avoir de notre conseil d'administration l'autorisation de faire une entorse à nos règles et nous avons purement injecté de la liquidité dans le système pour faire que les entreprises puissent survivre, pas investir, mais survivre. Bon, ceci est en train de se tarir maintenant parce que nous sommes déjà dans une deuxième phase. Et maintenant, il faut aider les entreprises à la relance. Et les propos que j'ai tenus pendant ma présentation, c'est la façon dans laquelle nous essayons de les aider, donc pour apporter des fonds à des conditions intéressantes, accompagnés par une assistance technique aux banques et aux PME. Et oui, je crois que c'est là où nous explorons les opportunités plutôt que les risques. Donc, essayer de trouver des secteurs, comme on me demandait tout à l'heure, des secteurs où la PME peut s'engager dans l'avenir pour mieux contribuer à la croissance économique. Identifier quels sont les risques de ce secteur, et ça c'est quelque chose que nous faisons dans le programme Trade and Competitiveness, donc dans les 3 secteurs clés typiques, uniquement typiques de ce programme. Nous sommes en train de regarder les marchés de ces 3 secteurs pour voir quelles sont les opportunités, quels sont les risques et comment mieux accompagner les banques et les PME à investir dans ces secteurs. Donc là, c'est la façon de regarder l'opportunité. Et si c'est un programme qui fonctionne bien et qui a du succès, il n'y a aucune raison pour aucune raison qu'on ne puisse pas le répliquer à l'avenir avec des montants plus conséquents. Alors voilà, nous partageons la vidéo qui était prévue en début de conférence sur le programme d'appui aux entreprises au Liban.
l'accès des PME au financement, en capitalisant sur ses acquis historiques en tant que caisse centrale, anciennement caisse centrale de garantie. Voilà, donc je voudrais remercier Madame Pananza, remercier ses équipes, aussi le bureau de la BUI Rabat, et remercier bien sûr la présence des médias aussi à ce cycle de conférence. Merci à vous, et puis un rendez-vous est pris très prochainement. Je vous inviterai à suivre toute l'actualité de Morocco 21 sur nos plateformes, donc le site internet entre autres, et sur nos réseaux sociaux. Merci. Ah oui, c'est vrai. Comment tu sais ça? Ouais, c'est vrai. Alors je tiens à vous annoncer aussi que prochainement, nous aurons un rendez-vous très prochainement avec Morocco 21. Et pour information, je vous fais le teasing. Ce sera sur quelles compétences pour quel métier du futur avec Guido Genasso, expert en capital humain et professeur du leadership à HEC Paris au Qatar, avec une expérience de 35 ans dans le management international de multinationales et de l'enseignement supérieur. Donc gardez cela à vos agendas, un save the date pour cette prochaine conférence qui sera lancée sur nos réseaux. Merci.